Bonjour et bienvenue dans cette prochaine session qui sera dédiée au développement logiciel respectueux de l'environnement. Nous vous proposons une traduction française pour cette session. Donc, bienvenue au congrès. Pour voir comment est-ce qu'on peut gérer l'informatique de façon plus écologique. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître et surtout marquer ce qui est ce qui est mieux. Nous avons aujourd'hui deux présentatrices qui vont nous en expliquer plus. Madame Marina Kuhn, qui est informaticienne et qui programme, qui vit depuis 28 ans dans le ministère de l'Environnement, et Madame le docteur Eva Kern, qui travaille sur un campus. Et veuillez applaudir, gros applaudissements pour nos deux speakerines. Merci pour l'invitation, ça nous fait très plaisir. On n'avait pas pensé qu'il y aurait autant de gens que ça. On pensait que ce serait un petit groupe, mais ça nous fait très très plaisir. Merci à la modération qui nous a dit, qui nous a expliqué donc comment la protection de l'environnement, la protection des ressources, mais quelque chose que nous ne devrions pas protéger, c'est l'utilisation des ressources, puisqu'il faut savoir que certaines ressources se multiplient quand on les partage. Et donc, voilà, nous avons partagé le résultat de nos recherches. Voici donc l'agenda. Donc, nous allons vous expliquer pourquoi est-ce qu'en tant que ministère de l'Environnement, pourquoi est-ce qu'on s'occupe de ce genre de choses? Pourquoi est-ce qu'on s'occupe de ça? Ensuite, Eva va nous faire voir les résultats des recherches. La recherche, beaucoup de résultats très intéressants et de comment mesurer les softwares. Et nous allons de nouveau ouvrir. Et ensuite, je vais vous expliquer l'ange bleu, puisque bien sûr, en partant de la recherche, on va essayer de développer quelque chose avec les résultats de notre recherche. En l'occurrence, il s'agit de l'ange bleu. Et nous n'allons pas arrêter, on va bien sûr continuer. Donc, on va commencer par ce qu'il y a d'avant. Vous connaissez cette image. Partout, il y a beaucoup de techniques que tout le monde prend. Et on sait que ce n'est pas seulement de la technologie, il y a aussi du software derrière, du logiciel. Et il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas plus que ça quand ils prennent une vidéo du concert. Ils cliquent, ils envoient ça sur WhatsApp. Et ils ne pensent pas qu'à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de multiplication des données. Et donc, voici la conséquence. Donc ça, ce sont les nouveaux chiffres de la Bundesnetzagentur, de l'agence. Et je peux vous dire que dans les réseaux, aussi dans le réseau filaire, c'est la même chose. On a pareil ce genre de tendance d'augmentation dans les volumes de données qui se doublent tous les 2-3 ans. Vous imaginez, vous avez une bibliothèque à la maison. Imaginez que tous les 2 ans, cette bibliothèque soit multipliée par 2. C'est un petit peu la façon dont ça se développe en ce moment. Tout doit être sauvegardé, doit être mis à disposition. Et donc tout ça, il faut que ça monte. Et malgré l'efficacité énergétique, la consommation d'énergie, elle aussi, elle augmente. Et nous devons continuer, il va falloir penser que cette augmentation va continuer à augmenter elle-même. Et donc, quand vous regardez le vert, c'est le pire cas. Ça va être non seulement plus de software, nous avons aussi un gros problème en utilisation d'énergie. Et aussi besoin de métaux rares. Il faudrait qu'on essaie de rester sur la ligne bleue, qui est non seulement dans les centres de data center, mais aussi dans les logiciels. Donc, ce n'est pas uniquement dans les centres dans les data centers, on va regarder Bitcoin, par exemple. Tout le monde connaît Bitcoin, et il y a beaucoup de gens qui
pensent qu'il faut beaucoup d'énergie pour les produire. Mais la plupart du temps, les bitcoins vont être minés en Chine et tout est fait, enfin, l'énergie est donnée par du charbon. Et donc, du coup, pour réduire l'empreinte carbone, c'est pas forcément une bonne chose. Et donc, quelqu'un aurait dû dire, mais vous êtes sûr que vous voulez pas faire ça de façon plus efficace? Est-ce qu'il faut vraiment est-ce qu'il faut vraiment lier le minage du Bitcoin avec le prix de l'énergie? Donc, est-ce que c'est vraiment parce que c'est quelque chose qu'on va pas réussir à bien gérer. Et la consommation d'énergie, c'est équivalent à toute la consommation de l'Autriche, par exemple. Je vous ai ramené un exemple. On a parlé jusque-là du fait que les softwares consomment de l'énergie, mais les softwares sont aussi responsables du fait que le hardware devienne obsolète. Par exemple, Windows ici, on voit la consommation au niveau processeur des versions de Windows dans le temps. Donc on voit par exemple avec Windows 10 une évolution très importante par rapport à Windows 95. Alors oui, beaucoup de gens vont dire oui, Windows est devenu beaucoup plus puissant, c'est vrai, mais on peut regarder par exemple Windows XP. On a Windows qui utilise 1,5 giga de disque dur et pour Windows Vista, on est à 15. Donc, entre Windows XP, on est à 64 mégas de mémoire et sur Windows Vista, on est à 512 mégaoctets de mémoire. Et je pense que c'est pour moi un vrai exemple de software bloat. Je vous ai mis la source sur ce slide. Aujourd'hui, on peut, par exemple, faire du traitement d'images avec notre système d'exploitation. Et moi, je me demande, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de créer des softwares qui demandent de plus en plus de puissance de calcul? Je voudrais résumer tout ça rapidement. Donc, on a d'un côté le fait que les softwares sont responsables d'une consommation importante d'énergie. Bien sûr, ce n'est pas le software qui consomme l'énergie, c'est le hardware qui consomme l'énergie, mais c'est le software qui envoie les demandes et qui utilise l'énergie. Donc, on pourrait programmer de manière plus maigre pour utiliser moins de ressources sur le hardware. Le hardware utilise des métaux qui sont souvent exploités de manière pas très éthique. Et voilà, il faut vraiment se rendre compte que c'est des appareils de valeur qu'on a entre les mains. Les softwares ont souvent des formats de données qui utilisent énormément de place, ça aussi, et qui utilisent beaucoup de bandes passantes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait optimiser. Et pourquoi la politique ne réagit pas à ça? Parce que c'est difficile de réguler le software, beaucoup plus difficile que le hardware. Donc on peut vraiment faire des labels sur le hardware, mais c'est peut-être que certains connaissent les règles d'éco-design. Quelqu'un connaît-il ça? On a quand même 10% de personnes qui connaissent ça. Ce sont des règles de l'Union européenne qui obligent le hardware à être efficace au niveau énergétique. Et c'est la raison pour laquelle depuis 2012, les appareils, le hardware devient de plus en plus efficient. Malheureusement, on ne trouve pas ce genre de label au niveau du software et c'est exactement ce que nous voulons faire. Ici, j'ai quelques articles sur des scandales de ces derniers mois que j'ai trouvés sur des softwares qui
modifie le hardware, l'utilisation du hardware et qui ne vont pas en mode veille par exemple ou des problèmes de pilote, etc. Et il faut vraiment pouvoir mesurer l'impact sur la consommation énergétique du software, créer des règles, avoir des critères pour qu'on peut utiliser pour pouvoir créer des softwares respectueux de l'environnement. Et c'est pour ça que j'aimerais que Eva vienne vous présenter ce que son équipe a découvert sur ce sujet. Donc, nous faisons la recherche donc, à Birkenfeld. C'est une petite ville à côté de Trier. Ça fait une dizaine d'années qu'on recherche dans le software vert, donc le logiciel vert. Qu'est-ce que c'est? On ne sait toujours pas exactement dans les détails, mais le logiciel, c'est ce qu'on nous a expliqué, c'est quelque chose qui va influencer l'utilisation des ressources. Et donc, on a fait une coopération avec l'Université de Zurich, où on va dire que le logiciel n'a pas juste un cycle de vie, ça va être utilisé et aussi ça va être désinstallé. C'est le cycle de vie du software. Ça a aussi une influence sur le cycle de vie du matériel, qui lui aussi va être produit, utilisé et ensuite jeté. Et donc il y a aussi la phase de développement du hardware. Et donc on voit aussi, nous ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de voir si on peut influencer justement le cycle de vie du hardware pour réduire l'utilisation des ressources. Et donc c'est ce que ça a à voir avec l'environnement en fait, puisque le hardware en lui-même est produit et donc en utilisant l'influence du software sur le hardware, on essaie d'influencer l'influence du hardware sur l'environnement. Et donc, où sont justement ces influences et comment est-ce qu'on peut les influencer? Donc, on n'a pas fait ça seulement en modèle graphique. On veut essayer des critères, développer des critères qui expliquent si un logiciel est amical est bon pour l'environnement ou pas. Et quelles sont les influences, quel est l'effet sur l'environnement du logiciel. Et ce qu'on demande, c'est par exemple, c'est l'utilisation énergétique, mais aussi à quel point le matériel est utilisé. Et donc on a aussi essayé de demander, on s'est demandé comment est-ce qu'on faisait pour rendre ça plus concret. Et au final, ça se fait sur en trois étapes. La première, c'est on regarde un produit. Quelle est la fonctionnalité qui est utilisée? Donc on veut utiliser dans ce produit. Qu'est-ce que ça fait? Et comment est-ce que ça va être utilisé en général? Et donc ce sont les cas d'utilisation standards qui sont relativement concrets pour pouvoir aussi les mesurer. Et donc pour pouvoir les mesurer, il faut aussi quelque chose qu'on puisse mesurer, donc ce sont nos utilisations standards. Ensuite, on va avoir donc justement la mesure. On va automatiser l'utilisation, donc les cas d'utilisation standard. Et donc on va justement mesurer et puis sauver nos résultats de mesure de nos mesures. Et on va aussi avoir d'autres données qui vont être on va aussi regarder ce qu'il y a dans les documentations, dans les wikis, et on va aussi mettre ça dedans. Et on va ensuite, finalement, on va regarder et on va évaluer les résultats pour avoir cette évaluation pour que les utilisateurs ainsi que les développeurs voient où est-ce qu'il y a pour avoir plus de transparence et voir aussi comment est-ce qu'il y a moyen d'améliorer l'utilisation et le développement du logiciel. Par exemple, un exemple. Donc ça, c'est une utilisation de texte pour le browser. Donc la fonctionnalité qu'on veut, c'est pas gros. Donc c'est travail de texte, ajouter une table des matières, rajouter du texte, générer un PDF
Donc, je peux changer un petit peu la présentation et à la fin, je peux sauvegarder. Donc, et générer un petit PDF. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation standard que nous avons fait pour plusieurs types de programmes. Donc, qu'est-ce que ferait un utilisateur standard? Et donc, on va essayer de... Donc, ce que ferait un utilisateur. Donc, un autre exemple qu'on vient de faire là, c'est une utilisation pour un joueur vidéo. Donc, quand j'ouvre une vidéo, je mets en plein écran, j'avance un petit peu, je change la vitesse, je vais en pause et puis je reviens. À la fin, je ferme le logiciel. Une fois que c'est automatisé, ça dure 8 minutes et demie. Parce que aussi, nous, pour faire nos mesures, on a besoin d'un certain temps pour pouvoir tout faire, pour avoir nos résultats qu'on va pouvoir évaluer. Et il nous faut aussi qu'on ait un certain temps de façon à voir quelle action va donner quel effet sur l'utilisation des ressources. Donc ça ressemble à ça, notre laboratoire. C'est notre logiciel, c'est notre software, c'est notre laboratoire software logiciel. Donc c'est un PC où l'utilisation standard va être lancée. Donc il va faire 30 fois le scénario de façon à avoir des valeurs. Ensuite, ça va être donc joué sur un SUT, système testé, donc un PC, qu'on voit à gauche. Et donc là, il va y avoir les mesures d'énergie. Donc, d'un côté, l'énergie, en haut à droite, et en bas, on a aussi la gestion des ressources. Tout va être rajouté dans un rapport, donc le rapport d'efficacité énergétique, et qui donne, où le développeur peut voir aussi comment se comporte le logiciel. Donc ça ressemble à ça. Donc on a au début, on a plusieurs produits, généralement on va utiliser plusieurs logiciels du même type. Par exemple, là on voit que lorsqu'on lance le logiciel, ça commence par utiliser plus de ressources. Et ça, lorsqu'on change le logiciel, on voit. Lorsque je change la position, je vois aussi les petits sauts. Et puisqu'on voit non seulement les énergies, mais vu qu'on sait quand on a fait quoi, on peut voir aussi l'effet exact. Donc, c'est la deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe si j'utilise un autre logiciel? Juste pour montrer que lorsque j'utilise un autre logiciel, ça va être différent. Donc, on a utilisé plusieurs logiciels, exactement le même test, et les résultats, si les résultats sont les mêmes, on voit s'il y a des grosses différences, c'est pour nous l'indice qu'il faut qu'on continue. Donc ça, par exemple, on a deux exemples entre Media Player 1 et Media Player 2. On voit que le deuxième est beaucoup plus économe. Et les deux logiciels ont fait exactement la même chose. Donc ici, on peut vraiment observer l'utilisation énergétique et on peut aussi comparer l'utilisation des processeurs en pourcentage et l'utilisation de la mémoire vive. Donc on voit que les mêmes fonctionnalités vont nous donner des résultats différents. On n'a pas uniquement développé la méthode de mesure, mais on a aussi développé des outils pour pouvoir analyser les résultats. Donc on a mis à disposition des outils qui permettent à beaucoup de gens de mesurer la consommation eux-mêmes. Et l'idée derrière, c'est que ces outils puissent être intégrés dans le développement du logiciel lui-même pour que les développeurs puissent optimiser leur logiciel de manière écologique pendant le développement, pendant les phases de développement. Donc un des outils, c'est ce qu'on appelle OSCAR. C'est un outil de mesure dans lequel on upload les données. Et les données ensuite qui viennent de notre système de mesure sont analysées par l'outil. Donc ici on a des exemples
par exemple avec toutes les données statistiques qui sont collectées. Et on donne des exemples en fait pour que les gens comprennent à quoi ressemblent les données qu'ils collectent. Et ensuite, on a un export en XML des données du fichier Excel pour pouvoir les délivrer et les utiliser de manière standardisée. Le type de software qu'on a analysé jusque-là s'agrandit régulièrement. On a aussi un CMS. On a aussi un outil pour la gestion des énergies renouvelables. Et donc on voulait voir un peu si vraiment cet outil était efficace. On regarde aussi des outils d'édition photo, des web shops, des magasins en ligne. Et on a 3 facteurs principaux qui ont influencé nos résultats. La première chose, c'est bien sûr le choix du logiciel. La deuxième chose, c'est les scénarios d'utilisation. Donc, par exemple, ici, on voit la différence d'utilisation selon le choix du logiciel. Donc on va voir. Les deux logiciels font exactement la même chose et on voit que celui de droite a besoin de beaucoup plus. Ici, on voit aussi que d'un côté, non seulement l'utilisation d'énergie, mais aussi l'utilisation de la CPU, donc du processeur et de la RAM ont été beaucoup plus utilisés par le logiciel A. Et donc on voit qu'effectivement le choix du logiciel c'est complètement différent. La deuxième chose c'est l'utilisation. Même si on a dit qu'on utilisait généralement l'utilisation standard, mais bien sûr ça va faire une grosse différence si j'écris ou si je lis dans mon système de traitement de texte. Comme par exemple, on voit en haut l'utilisation. Donc j'écris et en bas je lis. Donc on peut voir qu'il y a moins de possibilités de manipulation, mais là aussi on va voir qu'il y a donc écrire va utiliser beaucoup plus de ressources que de lire. Voilà. Et la deuxième chose, c'est les systèmes de référence. C'est donc le logiciel. On va utiliser un ordinateur qu'on a choisi sur certains critères et on l'utilise comme système de référence. Donc c'est là qu'il y a le programme que les programmes qu'on va tester va être lancé et nous avons différents systèmes de référence juste pour voir si le système de référence a lui aussi un résultat sur les mesures. Et donc, selon le système de référence, on voit qu'il y a effectivement des grosses différences. C'est-à-dire que le même test sur 3 systèmes va utiliser plus ou moins d'énergie, va utiliser plus ou moins de CPU ou utiliser plus ou moins de RAM. Là aussi, il faut qu'on ait développer une méthode qui soit être valide. Mais et donc notre méthode a ces 3 gros facteurs qui l'influencent. Donc par exemple, lorsqu'on revient sur notre traitement de texte, on a donc vu 2 utilisations, deux systèmes. Donc pourquoi est-ce qu'on a nos pics dans notre utilisation? Et donc sur le même... Et on a utilisé le même test pour plusieurs fois sur le même système, on a eu des mesures différentes. Et donc, là aussi, ça fait une grosse différence. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Est-ce que c'est pas une différence minimale? Pour chaque personne, oui, c'est une différence minimale, mais si on pense combien de gens utilisent dans le monde un traitement de texte tous les jours, effectivement, ça fait
c'est pas beaucoup par personne, mais ça s'accumule quand même, des pyrolysos dans les grandes rivières. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on utilise. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre ça plus transparent, de façon à ce que chacun puisse choisir quelque chose qui va être plus durable. Donc, Et donc, Marina explique maintenant ce qu'on a fait. Avant de vous présenter ça, j'aimerais juste revenir sur un slide que tu as montré. On voit vraiment bien, par exemple, avec l'exemple du traitement de texte, on a travaillé vraiment longtemps dessus. Ici, on peut vraiment bien reconnaître sur cette courbe qu'on a arrêté de mesurer. Et si on regarde sur la courbe du haut, on voit en premier, on a une baseline. Pour quelqu'un qui fait des mesures et est content d'avoir cette baseline. Et sur la courbe du bas, on ne reconnaît pas cette valeur. Et donc on voit que au moment où on a arrêté de mesurer, on a continué encore à observer et on voit sur la courbe du haut, une fois qu'on a arrêté d'utiliser, la courbe est plate, donc on n'a plus d'utilisation énergétique, alors que sur la courbe du bas, on voit que on a toujours une utilisation de ressources. Et un développeur peut vraiment se poser la question ici, qu'est-ce qui se passe, quel processus est impliqué. Et on a vu sur les courbes précédentes aussi qu'on avait vraiment des pics d'utilisation. On sait que, par exemple, ça peut être dû à une bibliothèque défectueuse, ce qui ralentit le processus, ou une mise à jour d'une bibliothèque qui va ralentir les processus. Donc vous, tous les gens qui sont ici et qui développent des logiciels, prenez le temps d'utiliser nos outils pour mesurer, vérifier, contrôler vos bibliothèques. Peut-être que vous utilisez des bibliothèques qui sont trop gourmandes en énergie. Essayez nos outils, ils sont gratuits, ils sont disponibles pour tout le monde. Donc le label Blaue Engel, Ange Bleu, pour les logiciels. On a mis plusieurs années à le développer. Et l'objectif, c'est que d'un côté, on veut récompenser les logiciels qui sont efficaces au niveau de l'utilisation du hardware et du matériel, que ces logiciels peuvent tourner sur des plateformes plus anciennes, que la consommation d'énergie est maintenue de manière constante et basse. Et ce logo Ange Bleu, on veut vraiment le mettre un peu partout. Il est disponible déjà sur pas mal de produits disponibles pour des data centers, pour des produits de consommation courante. Et à partir de l'année prochaine, ce logo va être utilisé aussi pour les logiciels. Donc on veut pour l'instant vraiment récompenser les meilleurs logiciels, les meilleurs développements. Et c'est vraiment le challenge qu'on a eu, c'était de créer des ambitions pour la définition du label, pour qualifier les logiciels. Avant de vous montrer les critères, j'aimerais vous expliquer le processus de l'Ange Bleu. Donc, le Umweltbundesamt et le ministère responsable pour l'environnement qui met en place les critères. Et on a un jury avec une
une réunion d'experts qui va inviter les différents développeurs et les différentes agences de publication de logiciels pour discuter justement de la labellisation. Et ensuite, le jury est composé de différentes organisations responsables pour l'environnement. Donc, on a différents organismes allemands qui font partie du jury et qui vont définir si les critères sont justes et si on peut utiliser ce logo, ce label d'ange bleu pour le développement logiciel. Donc, on a parlé déjà du fait que l'utilisation des ressources est important, donc l'utilisation des ressources matérielles. La durée d'utilisation aussi est très importante. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que le développement du logiciel soit fait de manière plus optimisée. Et ensuite, l'autonomie d'utilisation, donc qu'on ait une facilité d'utilisation et qu'on ait la possibilité de désinstaller complètement ou de changer de plateforme facilement pour les utilisateurs. Je vous ai ramené quelques critères. Je ne vais pas tout vous montrer un par un. Tout est public, donc vous pouvez tout consulter a posteriori. Nous, on s'assure que donc il y a une mesure et on attend que jusqu'en 2022, le logiciel va utiliser de moins en moins d'énergie avec chaque update. Et qu'il n'y aura pas d'updates qui vont utiliser plus d'énergie. Ensuite, il y a l'utilisation du hardware. Donc, il faut qu'il y ait une liste de systèmes de référence où il faut. Et donc, il faut que l'éditeur du logiciel prouve que son logiciel fonctionne sur du matériel qui a au moins 5 ans. Donc, c'est les systèmes de référence qui sont prévus. Il faut prouver et nous le montrer. Donc, ensuite, c'est la transparence. Donc, il y a aussi les interfaces. Nous attendons qu'un utilisateur puisse utiliser le logiciel avec d'autres logiciels. Nous voulons des systèmes très modulaires. Et donc, du coup, la question c'est est-ce qu'il faut vraiment avoir du traitement d'image dans Excel ou un système modulaire et installer ça avec un autre logiciel. Et donc, ne pas avoir de pub, puisque ce sont des données qui vont être envoyées sur le web, donc sur le réseau. Ça fait aussi trop d'énergie. Donc, on a mis les mises à jour, prouver qu'il y a des mises à jour. Et au final, il y a l'évaluation finale. Et prouver qu'avec le temps, tout est devenu de mieux en mieux. Ça s'est amélioré. Et donc, il y a aussi un petit peu le truc qui est pas, on n'est pas super content. Il a fallu vraiment limiter quel type de logiciel on pouvait utiliser. On fait ça juste pour les desktops, même si la plupart des choses se retrouvent dans le réseau. Soit on avait un choix, soit on faisait beaucoup de critères sur lesquels on pouvait tester, ou alors on avait quelques critères très pointus. Et donc on a préféré avoir des critères plus pointus. Mais je vous promets, nous continuons. Nous n'attendons pas que ce soit fini. On va continuer à essayer d'élargir les possibilités.
de langue. Ah, et il va pas y avoir on ne va pas avoir d'ange bleu pour les jeux, mais pas pour les shooters. Pas pour les shooters, pas pour les jeux violents. Il n'y aura pas d'ange bleu pour les jeux violents. Et sinon, comment est-ce qu'on continue? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir des anforderungen minimales. Donc, il faut avoir un niveau minimum d'énergie et d'efficacité énergétique. On va essayer d'avoir plus d'utilisation de scénarios d'utilisation standard. Et on va avoir plus de laboratoires donc, pour tester. On va continuer à créer d'autres laboratoires. Et on aimerait bien vous animer à installer vous-même des laboratoires. Donc si vous voulez avoir parce que chaque personne qui veut avoir ce label doit aller à un laboratoire certifié, donc faites des laboratoires. Sinon, c'est quelque chose qui est très important. À part ça, le thème énergie, depuis 2002, depuis 2000, ça fait quelque chose que je travaille dessus. C'est les combinaisons de logiciels et de hardware. Et que c'est très difficile puisque tous ces changements, et là on se retrouve aussi avec le fait que la plupart des équipements électroménagers ont aussi du logiciel, et donc des choses qui devraient durer longtemps, ont une durée de vie très courte puisqu'il n'y a plus de mise à jour de sécurité, ou que le logiciel ne peut plus être réparé. Est-ce qu'on veut? Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a un nouveau projet de recherche. Et donc, j'en ai vu quelques-uns ici, donc levez-vous. Si vous avez des questions là-dessus, allez voir les gens qui viennent de faire coucou dans la salle. Et donc, vous ne savez pas la peine de nous dire que c'est un problème. On sait que c'est un problème, mais il nous faut maintenant, ce qu'on essaie, c'est d'avoir des critères pour le design, de façon à ce qu'il puisse y avoir des lois dessus, de façon à légiférer, de façon à d'avoir un minimum de qualité. C'est tout. Donc maintenant, vous pouvez poser des questions si vous voulez. Mais d'abord, merci beaucoup pour votre attention et pour votre patience. Oui, merci beaucoup pour cette super session. On a beaucoup de temps pour des questions. Donc tous ceux qui ont des questions, mettez-vous derrière les micros. Tous ceux qui veulent sortir en avance, s'il vous plaît, utilisez les portes de gauche et pas le tunnel par lequel vous êtes entré. Donc la sortie, toujours à gauche. Donc on va commencer par une question d'Internet. Oui, et on a un utilisateur qui demande si vous avez regardé l'évolution de l'utilisation énergétique, si on regarde tout ce qui est surveillance intégrée dans les systèmes d'exploitation moderne. Oui, on n'a pas regardé le système d'exploitation en soi. On a mesuré pour avoir une base et ensuite pour pouvoir retirer le delta qu'on a mesuré, mais on n'a pas vraiment mesuré les détails du système d'exploitation. Prochaine question. Merci pour la super session, j'ai trouvé ça très intéressant. Je voudrais pas trop me plaindre, mais tout est consistant, mais c'est un peu... ça va pas très loin parce qu'on voit que la plupart de l'utilisation énergétique se produit aujourd'hui dans le cloud et ça m'intéresserait de savoir ce que vous planifiez pour pouvoir mesurer aussi dans le cloud et les systèmes qui tournent dans le cloud ou dans des containers qui sont utilisés pour du streaming et comment on pourrait optimiser l'utilisation énergétique avec des services dans le cloud. Donc, par exemple, les appareils à la maison sont
de moins en moins utilisés. On utilise des appareils mobiles qui sont connectés et qui, eux, sont efficients, mais qui utilisent des ressources. Je vous interromps. Une question courte, c'est une bonne question. Réponse du présentateur. Oui, on est dans la recherche aussi sur les data centers, avec des indicateurs pour les data centers et comment on peut mesurer au sein des data centers l'utilisation énergétique. Et je vous donne raison, on va pas pouvoir mesurer tous les produits. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est informer le public sur le logo de l'ange bleu et on veut vraiment lancer le débat, lancer la discussion. Et ce que j'aimerais vraiment voir, c'est que l'intelligence des gens qui sont dans l'IT soit utilisée pour développer de manière efficace. On est vraiment loin de l'efficacité dans les appareils. On entend des gens qui disent en Allemagne, il y a les data centers les plus écologiques du monde. Il faut pas écouter ça. On a une consommation énergétique énorme dans les data centers et on doit vraiment agir pour optimiser la transition digitale. Et il faut vraiment impliquer un maximum de personnes et développer des curriculums, impliquer des professeurs dans les universités pour que le savoir soit transmis, pour que les prochains développeurs, les prochaines générations aient les bonnes connaissances et les bons outils pour leur développement. On a encore beaucoup de temps pour les questions, donc prenez les micros et allez-y. Posez des questions brèves, s'il vous plaît, et approchez-vous du micro pour bien entendre la question. Et la question, c'est dans la direction des systèmes d'exploitation. Vous avez dit que vous ne les avez pas regardés, mais est-ce que vous avez pensé à faire ça, puisque le même système le même texte, traitement de texte, sous Linux et sous Windows va avoir des caractéristiques différentes. Donc oui, on va essayer de chercher ça aussi, mais on ne va pas faire d'ange bleu pour les systèmes d'exploitation. Et si on fait ce travail, et un ange bleu c'est beaucoup de travail, la question du jury c'est: est-ce qu'il y a aussi suffisamment de gens qui vont vouloir cet emblème? Et puisque ça, c'est aussi. Ce que nous avons déjà regardé, c'est aussi des programmes sur certains systèmes d'exploitation, plusieurs systèmes d'exploitation. On n'a pas fait suffisamment pour pouvoir encore présenter nos résultats. Donc, pour voir si les systèmes d'exploitation créent d'autres utilisations de ressources. Quoique dans les Bits and Bäume l'an dernier, j'étais très surpris que les logiciels libres n'étaient pas automatiquement le mieux pour l'énergie. On va continuer sur le micro numéro 2. Il y a 25 ans, il y a un article à Zurich qui a écrit l'explosion des logiciels. Et donc, ce n'est pas un nouveau problème. Cette explosion exponentielle, c'est différent. L'ange bleu, est-ce que c'est différent? Est-ce que ça nous aide avec l'économie? Est-ce que ça change avec le pacte digital qui donne de l'argent pour certaines choses? Ou simplement les gens donnent de l'argent sans penser plus loin. Est-ce que vous êtes en contact avec eux? On est des scientifiques. Donc, ce que nous faisons, c'est que donc on peut influencer la politique avec nos résultats. On est une administration
Donc, on a par exemple le fait que lorsque les administrations centrales allemandes doivent acheter quelque chose et qu'il y a un ange bleu, elles doivent acheter l'ange bleu. Donc maintenant, on va essayer de faire ça au niveau des différents landes. Et donc ça, c'est un autre but. Donc ça fait de plus en plus de pression de notre côté, au niveau fédéral comme au niveau local, pour augmenter la pression, mais aussi, nous, on y est depuis 2008. On a une initiative informatique verte depuis 2008 au niveau fédéral. Donc, et quand je regarde, et donc, est-ce que vous pouvez prouver que vous êtes les meilleurs et non pas juste de le dire? Donc, lorsqu'on peut s'impliquer, on s'implique avec plaisir. Et donc, on est pas mal au niveau énergétique. Et puisque moi, je travaille pour quelqu'un, donc, alors, il faut prouver parce que ça a été... Donc, tout l'argent pour le Digital Pact a déjà été prouvé. Si j'ai bien compris, tout le monde se concentre sur l'efficacité énergétique des logiciels, mais l'efficacité énergétique, c'est pas uniquement combien d'énergie est consommée, mais est-ce que si on a un vidéo player plus efficace énergétiquement, on peut multiplier la résolution par 2. On n'en a pas, vous n'en avez pas parlé dans votre session, mais les ordinateurs sont de plus en plus efficaces. Donc on a ce effet de rebond qui est que lorsqu'on utilise, donc est-ce qu'on reste les chercher? Donc je peux faire un contrat pour est-ce que je peux utiliser. Donc jusqu'à présent, les simplifications ont créé des effets de rebond. Donc justement l'histoire de on a besoin de moins de ressources, donc on va doubler la résolution. Donc, sauf que là où on utilise, on essaye d'allonger la durée de vie des produits. Et donc, vu que le logiciel est capable de tourner sur un ordinateur qui a 5 ans, ça nous permet un petit peu de jouer là-dessus. Mais si vous avez d'autres idées, aidez-nous. On ne peut pas tout non plus savoir. Puisque nous, on a commencé avec ce thème en 2012 ou en 2013 on a commencé à avoir les premières conférences. On avait 3 personnes. Donc au début, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des chercheurs, à trouver des gens qui étaient intéressés. Donc entre-temps, ça a beaucoup changé. J'avais encore jamais vu autant de monde pour une session d'anges bleus. Et pour la première fois, j'ai vu aussi des nouveaux visages. Et donc je pense que c'est un thème qui a besoin de temps et qui a aussi besoin d'autres critères probablement. Mais donc si vous avez une bonne idée, dites-moi, l'adresse va être sur les slides. Et sinon, ce qu'on a, c'est qu'il n'y a pas plus de 10%. C'est qu'il n'y a pas le droit d'augmenter plus de 10% l'utilisation. C'est-à-dire que lorsque tu as un ange bleu, il faut toujours que tu prouves, est-ce que c'est un changement si c'est sur l'hardware, sur autre chose, toujours prouver que l'utilisation des ressources n'a pas augmenté de plus de 10%. Je n'ai pas non plus présenté tous les critères. C'est aussi une raison, parce qu'au niveau EU, au niveau de l'Union européenne, que le power management doit être activé pour les nouveaux ordinateurs, point. Et ça, c'est règle européenne. Donc, il y a de plus en plus de logiciels qui ont leurs documents, sur le net, et ils attendent que l'ordinateur soit allumé tout le temps, sinon ils perdent leurs documents. Donc ça, c'est inacceptable. Et donc, il faut qu'on essaye de moins en moins d'utiliser moins d'énergie, et on essaye une question d'Internet. Donc la question,
Est-ce qu'un logiciel open source peut avoir un ange bleu? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une firme derrière, une compagnie derrière? Oui, on a déjà essayé, on a déjà expliqué, c'est possible. On a aussi des juristes qui vérifient. On a aussi des collègues qui font de l'open source avec lesquels on travaille. Si tous les critères sont atteints, bien sûr, avec plaisir. Oui, par rapport aux mesures énergétiques, j'aurais une question. On s'occupe de systèmes de configuration et vous avez dit que vous avez certaines constantes comme les scénarios d'utilisation. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà changé la configuration et par exemple, avec une base de données, vous avez eu un facteur de x100 par rapport aux mesures. Réponse du présentateur. Non, on n'a pas pris en compte ce genre de facteur. Donc oui, ça serait quelque chose de très intéressant. J'aimerais bien en parler avec toi. Oui, je pense qu'il y aura beaucoup de questions a posteriori. Microphone numéro 2. Donc, mis à part la mise en public, est-ce que vous avez d'autres choses qui vous importent avec le logo de l'ange bleu? Alors, c'est dur à dire, mais bien sûr, un utilisateur peut vérifier s'il utilise un produit avec le label Ange Bleu, c'est dessus, donc chacun peut l'utiliser pour sa propre publicité, mais d'autres récompenses ou d'autres points positifs, c'est vraiment important pour que les autres puissent se rendre compte qu'ils ont un problème. On ne peut pas vraiment faire plus que ça. Moi, j'aimerais revenir sur les postes de travail. Donc, j'ai une idée en tête. C'était alors la moitié des choses, c'est sur le cloud. Nous avons aussi beaucoup d'utilisations qui tournent directement sur le desktop, donc Word, Excel. Mais il y a aussi d'autres différentes, des logiciels par exemple, dans les administrations qui sont développés. Et ce sont très généralement des utilisations de bureaux, de PC de bureau. Donc des petits outils. Surtout juste l'éco-bilance. Plein de petits outils. Il y en a toute une série. Et donc, il faut que je prouve au jury que là, on a justement un marché. Et donc c'est 50%. Et là, 50% sur des PC et sur l'autre, sur le cloud. Et donc, question d'Internet. Et est-ce que vous avez certifié votre propre software? On ne pouvait pas puisque l'ange bleu n'est pas encore sur le truc. Donc ça a été décidé le 11 décembre qu'il y aura le Blauer Engel. Mais oui, on va essayer. Et c'est open source. Déjà, pour ça, c'est des points. Et on a testé des logiciels que nous, on utilise. Et donc, comment est-ce qu'on les utilise? C'est vrai qu'effectivement, peut-être qu'on utilise tous de façon complètement irréaliste. Mais on a essayé de faire des statistiques pour voir pour pouvoir commencer à utiliser. Et donc, on avait l'idée pour voir dans une université comment est-ce que les logiciels sont utilisés. Mais bon, là, c'était problématique au niveau de la protection de la vie privée. Donc, ce n'est pas. Bien sûr que c'est possible qu'on se plante dans les fonctionnalités, dans les scénarios d'utilisation standard, mais on essaye.
Dans l'open source, on a simplement des contacts avec les éditeurs, avec les programmeurs, et on a développé avec eux, comme avec les sociétés avec lesquelles on a travaillé, pour, pour voir comment est-ce que leurs produits sont utilisés, et voilà. Donc merci beaucoup, micro 3, 6. Donc, en Allemagne, on a une tradition de, de tricherie sur les tests. Est-ce que donc est-ce qu'il y a moyen de possibilité, enfin, comment est-ce que vous êtes certain que les gens ne vont pas tricher pour dire bah oui c'est utilisable sur quelque chose qui a plus de 5 ans, mais quand même. C'est pour ça qu'on voulait simplement faire que des logiciels qui fonctionnent localement, justement pour éviter les utilisations d'un centre de travail, enfin d'un data center. Comme ça, ouais, tout travailler dans le cloud et puis du coup, bah, localement, tout est super. C'est pour ça qu'on atteste que des logiciels qui n'utilisent que les softwares sur le matériel qui est devant nous. Donc, on n'a pas vraiment de stand de test. On a et on donne ça à des auditeurs et ils vérifient ils vérifient aussi que le logiciel fonctionne sur un système d'il y a 5 ans. Donc, il va y avoir des gens qui vont vérifier que ça fonctionne. On a ça aussi dans les data centers. Et donc là, on peut tout expliquer, mais il y a des auditeurs qui vont vérifier au vu des chiffres qu'on leur donne et vérifier que c'est crédible, tout bêtement. L'ange bleu, ça le fait depuis 41 ans. Donc, et avec l'ange bleu, il n'y a pas encore eu de scandale. Donc, bon, super, parce qu'on est vachement bien. Mais d'un autre côté, les gens qui font ça, ils veulent prouver qu'ils sont bons. Et le pire qui pourrait se passer, c'est que quelqu'un prouve que, bah non, vous n'étiez pas si bon que ça. Et donc, l'avantage, c'est que là, vous êtes les premiers à savoir quand quelque chose ne fonctionne pas. Et quelqu'un a essayé de faire, de montrer que ça ne fonctionnait pas, mais ça... Donc les sociétés qui font ce process, qui est quand même long et douloureux, et qui coûte de l'argent, ils ne vont pas essayer de trahir ce process. Et donc, voici la fin. Donc, je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, essayez de trouver les speakerines. Et donc, vous allez probablement avoir des possibilités de leur poser des questions. Merci beaucoup. Et donc, merci beaucoup pour cette session. Merci beaucoup. Et applaudissements.